Bienvenue dans notre exploration des sources. Aujourd'hui, on se penche sur des extraits de L'âme des animaux de Jean Prieur. Notre objectif est essayer de déceler ce que ce texte nous dit sur l'intelligence, les émotions et peut-être même, oui, la spiritualité animale. Il y a pas mal d'anecdotes, certaines sont assez déconcertantes. Oui, tout à fait. Prieur, en fait, il nous invite à questionner cette frontière qu'on met souvent entre l'instinct et, disons, une conscience plus complexe chez les animaux. Il se base sur beaucoup de récits pour suggérer l'existence d'une forme d'âme individuelle, surtout chez les vertébrés. Et c'est intéressant, il oppose ça à l'idée d'une âme groupe plus collective qu'il verrait plutôt chez les insectes, par exemple. Regardons un peu comment il articule ça. D'accord. Commençons peut-être par l'amitié, l'empathie. On a cette image classique de l'hostilité chien-chat. Mais Prieur raconte cette histoire à Hauteville. Une chienne et une chatte qui, bon, non seulement allaitent leurs petits sans distinction, mais en plus elles les protègent ensemble. C'est quand même assez étonnant, non? Oui, et pour Prieur, justement, ce n'est pas juste une anecdote, une bizarrerie. Il y voit un vrai dépassement des barrières instinctives habituelles. Une sorte de reconnaissance mutuelle, de coopération. C'est un premier indice, selon lui, d'une vie intérieure qui va au-delà des simples réflexes. Et ça pose la question de la communication entre espèces. Ah oui, la communication interespèces. Il y revient avec cette histoire incroyable rapportée par le docteur Méry. Cette chatte, désespérée là, ses chatons sont enterrés vivants. Et elle va chercher le chien de garde. Elle réussit à lui faire comprendre l'urgence pour qu'il l'aide à creuser. Comment Prieur analyse ça? C'est juste du conditionnement ou... Prieur, lui, il y voit beaucoup plus qu'un réflexe. Pour lui, c'est la preuve d'une capacité à analyser une situation critique, à imaginer une solution franchement improbable, hein, faire appel à une autre espèce, et surtout, à communiquer une intention précise. Ça, pour Prieur, ce sont des marqueurs forts d'une conscience réfléchie, pas juste un instinct programmé, quoi. C'est vrai que ces histoires d'entraide sont fascinantes. Et il y en a d'autres dans le livre. Il parle de ces rats à Cardiff, l'un qui guide son compagnon aveugle avec un bout de paille. Darwin et Lamarck aussi, qui ont observé des corneilles nourrissant des congénères aveugles, ou des moineaux qui aident à reconstruire un nid d'étris. Et puis cet exemple touchant du vieux cheval que ses voisins d'écurie aidaient en mâchant le foin pour lui. Exactement. Et Prieur, il va même plus loin avec l'exemple de la cigogne mâle en Alsace. Elle renonce à la migration, qui est vitale pour rester avec sa compagne blessée. Alors, Prieur interprète ce choix, qui met en péril sa propre survie, pas comme une simple anomalie de l'instinct, non, mais comme la manifestation d'un lien très fort, d'une loyauté, qui pour lui touche à quelque chose de l'ordre de l'âme individuelle, un choix conscient contre la pulsion biologique, en quelque sorte. D'accord. Et si on parle d'intelligence plus pratique, l'initiative, l'adaptation, Prieur cite Pline l'Ancien, ce chien qui jette des pierres dans un vase pour faire monter le niveau de l'eau et pouvoir boire. C'est c'est presque de la physique appliquée, non? Ou ce chien Asdrubal, le chien de garde, qui apprend carrément à tirer la sonnette du couvent pour qu'on vienne lui donner à manger. Oui, c'est ça. Prieur utilise ces exemples pour contrer cette vision très mécaniste de l'animal, celle de Descartes par exemple, qui voyait les animaux comme de simples automates, sans sensibilité ni pensée réelle. Pour Prieur, cette capacité d'initiative, d'apprendre par observation, par déduction, ça montre une forme d'intelligence adaptative. Et ça suggère qu'il y a une conscience à l'œuvre derrière. Alors là, un des exemples les plus troublants, c'est Bosco, ce jeune chien allemand. Prieur raconte qu'il comprend que sa maîtresse a décidé de le faire euthanasier, alors que la conversation a lieu en français, une langue qu'il ne connaît pas. Ça paraît fou. Comment Prieur justifie ça? Effectivement, c'est un point fort. Prieur parle même de télépathie, ou en tout cas d'une communication qui dépasse les sens qu'on connaît. Il décrit l'angoisse très claire du chien, sa façon de chercher refuge, comme la preuve d'une compréhension directe de l'intention humaine, au-delà des mots. C'est vrai que c'est un des aspects les plus, disons, spéculatifs de son approche. Mais c'est central dans son idée d'une connexion profonde entre l'homme et l'animal. Et le livre est plein d'autres émotions. La dépression, carrément, du chat Célestin après le départ de son maître, le remords apparent de ce chien, Astor, après avoir blessé un lépreux, ou même la malice, la vengeance. Ces Dalmatiens de Suzanne Dante qui cachaient ses gants pour l'empêcher de sortir sans eux. Bon, on pourrait dire c'est facile, c'est de l'anthropomorphisme, on projette nos sentiments. Qu'est-ce qu'il répond à ça, à Prieur? Il est conscient de la critique, bien sûr, mais il retourne un peu l'argument. Pour lui, c'est justement la complexité, la nuance de ces comportements qui ressemblent tellement à nos propres émotions,
qui rendent difficile une explication purement instinctive ou mécanique. Il accumule ces récits qui sont anecdotiques, c'est vrai, mais pour montrer un schéma cohérent d'une vie psychologique riche et souvent sous-estimée. Bon. Alors, qu'est-ce qu'on retient de cette petite plongée dans les extraits de prières? On découvre une sorte de mosaïque d'observations assez étonnante qui suggère que l'intelligence, les émotions, la communication animale, c'est peut-être bien plus complexe, plus sophistiqué qu'on le pense souvent. Oui, en conclusion, Prieur utilise ces histoires un peu comme des pièces à conviction si on veut. Son but, ce n'est pas juste de plaider pour l'existence d'une âme animale, c'est aussi de nous faire entrevoir leur participation à une réalité plus vaste, peut-être même une dimension spirituelle. Et ça laisse une question pour la réflexion, non? Et si cette ligne bien nette qu'on aime tracer entre notre conscience et la leur, si cette frontière était, en fait, beaucoup plus fluide, plus perméable, plus artificielle peut-être que ce qu'on est prêt à admettre?